connaissent maintenant. On va parler aussi de la proctocolite induite par les protéines alimentaires, de l'entéropathie. On va aborder aussi, mais rapidement, la maladie cœliaque. Et puis, on va parler aussi des troubles fonctionnels et combien ces troubles fonctionnels seraient peut-être aussi associés ou liés aussi à des problèmes d'allergie alimentaire. En tout cas, on va y revenir. Je ne vais pas aborder la pathologie cutanée non IgE pour ce topo. Alors, les troubles gastro-intestinaux non IgE médieux donc, sont caractérisés finalement par des symptômes subaigus ou chroniques. On va y revenir et incluent classiquement, donc, comme je viens de le rappeler, le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires, le SAIPA, la proctocolite, l'entéropathie, maladie cœliaque et même certains incluent le côlon irritable. Et puis, on va parler du lien entre les troubles fonctionnels et les allergies alimentaires. Alors, tout le monde connaît le SAIPA pour les pédiatres? Bon, je vais être rapide pour certaines thématiques. Comme ça, je m'attarderai sur les soi-disant nouveautés ou les pathologies qu'on connaît un peu moins. Alors, l'entérocolite induite par les protéines alimentaires, donc le chef de file finalement des hypersensibilités digestives non IgE médiées. Première observation en 1940, puis progressivement la littérature s'est enrichie par les cas cliniques. Vous voyez que la première observation française n'est pas trop lointaine, donc on connaissait à peine ce syndrome. Alors, pour la prévalence, ce n'est pas bien identifié. Et là, dans ce travail, je dirais israélien, il y a le SAIPA au lait de vache représenté quand même 0,34% dans une cohorte de 13 000 nourrissons, comparé à l'allergie IgE médiée qui est de 0,5%. Donc, vous voyez quand même que le SAIPA est relativement moins fréquent que les allergies non IgE. Alors, la physiopathe n'est pas bien cernée là aussi. Bon, je vois que les immunologistes ne sont pas avec nous, mais en tout cas, le mécanisme n'est pas humoral, il est plutôt cellulaire. Il y aurait l'intervention donc, de polynucléaires aussi, de mastocytes, en plus des lymphocytes T. Il y aura le rôle aussi du TNF-alpha, la baisse de l'activité de TGF-bêta-1, dont on parle aussi assez souvent. Et puis le lien entre les perturbations immunitaires et les symptômes cliniques reste aussi mal connu. Et seule la sérotonine actuellement a été clairement mise en cause, notamment pour les vomissements. Alors, l'âge moyen de début de SAIPA, c'est entre 2 et 7 mois. Il est relativement plus précoce en cas d'allergie au PLV, donc c'est logique par rapport aux autres aliments solides. L'âge médian de survenue de la première réaction de SAIPA, il est relativement plus précoce, donc 20 jours pour le lait de vache, 195 jours pour les autres allergènes. Alors, il y a la forme chronique de SAIPA où vous avez un bruit de fond qui est fait quand même de diarrhée persistante, récidivante, avec un retentissement éventuellement nutritionnel. Et puis, quand l'enfant fait des arrêts, puis reprend l'aliment responsable, il fait les poussées aiguës, donc le SAIPA aigu qui est assez spectaculaire avec les vomissements en jet qui surviennent dans 2 à 4 heures après l'ingestion de l'aliment, qui sont répétitifs, et puis après peut survenir une diarrhée sanglante dans les 10 heures après l'ingestion de l'aliment. Tout ça va amener à une léthargie, pâleur, hypothermie, déshydratation, état de choc. On a aussi décrit des perturbations biologiques au cours des poussées, notamment aiguës, de SAIPA, avec une augmentation des PNL, l'acidose, la thrombocytose, la méthhémoglobinémie. Et puis pour la forme chronique, vous avez cette hypoalbuminémie, anémie, comme dans tous les syndromes, je dirais, de malabsorption. Alors, il n'y a pas d'imagerie spécifique pour le SAIPA, et quand on faisait des fibroscopies pour ces malades, on constatait une muqueuse friable, des ulcérations rectales, une atrophie villositaire sur la biopsie, parfois des abcès cryptiques, une augmentation des cellules infantales. Donc, on n'avait pas vraiment de signes spécifiques, mais en tout cas, pour le diagnostic, on n'a pas besoin de biopsie ou d'études histologiques. Le diagnostic positif, il est en effet basé sur l'histoire clinique, comme quoi il faut être très attentif au dire des parents. Les antécédents d'atopie, quand ils sont là, ils confortent le diagnostic. La même chose pour les antécédents de SAIPA. Les épisodes quand même sont reproductifs, c'est ce qui alerte un petit peu, c'est ce qui fait penser
à ce diagnostic. Alors les tests sont habituellement négatifs. On ne va pas rentrer dans le détail, il y a quand même des formes atypiques de SAIPA, c'est-à-dire un tableau clinique typique de SAIPA, mais vous pouvez avoir à côté des IgE spécifiques qui sont positifs. Alors les patch tests sont inutiles dans le SAIPA. Alors les symptômes s'améliorent en principe sous régime d'éviction, et là justement quand on met le doigt sur l'aliment responsable, on peut l'éliminer et faire la preuve justement de l'imputabilité de cet allergène, mais sinon on peut, dans les formes un petit peu confuses, on peut procéder par une approche descendante, donc éliminer les allergènes les plus incriminés, puis réintroduire un par un, ou à l'inverse, une approche plutôt ascendante en fonction un petit peu de la sévérité des symptômes. Mais sinon, le gold standard pour le diagnostic, c'est bien sûr le TPO, donc nécessaire en cas d'aliments non identifiés, quand il n'y a pas de guérison parce qu'on a évité peut-être pas le bon aliment, enfin l'aliment responsable, et donc ça reste l'étalon or finalement pour confirmer le diagnostic et par la suite pour évaluer l'acquisition de la tolérance. Alors les critères de positivité, c'est les symptômes digestifs dans un délai de 2 à 4 heures, donc suite à la réintroduction. On va parler rapidement de TPO et puis l'augmentation éventuellement des neutrophiles qui a été rapportée pour certains cas, donc au début de test, puis on va dire 6 heures après le début de TPO, donc vous avez une augmentation d'au moins 3500 de neutrophiles. Ça peut aussi conforter le diagnostic de SAIPA. Alors vous avez finalement, pour retenir le diagnostic, les critères diagnostiques de SAIPA, il faut au moins le critère majeur. Il y a un seul critère majeur et puis au moins 3 critères mineurs. Donc vous avez les vomissements essentiellement et puis vous avez les critères qui surviennent en 2 à 4 heures après l'ingestion de l'aliment. Et chose importante, il n'y a pas de signes cutanés, il n'y a pas de signes respiratoires. On n'a que des signes digestifs bien sûr dans le SAIPA. Et puis les critères mineurs, donc plus de 2 épisodes de vomissement répétés après la prise de l'aliment suspect, la léthargie, la pâleur, la consultation, la nécessité d'une perfusion suite justement à cette poussée aiguë, l'hypotension, l'hypothermie, puis la diarrhée qui peut survenir entre 5 et 10 heures après l'ingestion de l'aliment, enfin après le début du test. Et puis pour le SAIPA chronique, c'est la résolution des symptômes en quelques jours de régime d'exclusion, la réapparition des cils lors de la réintroduction, avec un tableau aigu bien sûr, vomissement en 4 heures et diarrhée dans les 5-10 heures. Donc, quand on fait le test, finalement, le TPO, on exige là aussi un critère majeur et au moins 2 critères mineurs pour retenir le diagnostic et la responsabilité, je dirais, de l'allergène. Alors, tout ça parce qu'effectivement, il y a des diagnostics différentiels. C'est ce qui prête un petit peu la confusion avec le SAIPA, que ce soit dans la forme aiguë, où vous avez beaucoup de pathologies qui peuvent s'accompagner de vomissements avec déshydratation, ou dans la forme chronique, où vous pouvez avoir donc des symptômes digestifs qui traînent, et on peut évoquer les pathologies eosinophiles, la maladie cœliaque, les déficits immunitaires, la maladie métabolique, etc. Alors les aliments en cause sont rarement décrits chez les nourrissons, bien sûr, exclusivement à lait au sein, donc là c'est plutôt l'allergie via le lait maternel. Mais sinon, chez les enfants qui sont sous lait artificiel, c'est le lait de vache en premier, ensuite le soja, le riz, qui sont les allergènes les plus incriminés. Parfois aussi, vous avez les céréales chez l'enfant, bien sûr, qui est déjà diversifié, ou autres aliments solides. Mais finalement, tous les aliments peuvent être à l'origine d'une SAIPA. Donc là, c'est un travail où le lait vient largement en tête pour ce qui est des aliments responsables. La majorité des patients atteints de SAIPA réagissent à un seul aliment, le plus souvent. Les patients atteints de SAIPA au lait de vache ou au soja peuvent réagir par la suite au solide. Et puis la majorité des enfants qui ont des SAIPA au solide réagissent en général à plusieurs aliments. Alors la prise en charge consiste bien sûr à éliminer l'allergène en cause. L'allaitement maternel peut être poursuivi à moins que l'ingestion maternelle d'allergènes non identifiés ne déclenche une réaction allergique. Donc on peut faire des régimes d'éviction bien sûr chez la maman. Un hydrolysat de PLV est généralement bien toléré, mais vous avez quand même 20% des patients qui ne vont même pas tolérer l'hydrolysat. On va être obligé de switcher vers une solution d'acide aminé. Et puis l'implication, bien sûr, de la diététicienne, ça c'est valable pour tous les problèmes d'allergie pour éviter un petit peu le retentissement des régimes d'éviction. Bien sûr, pour la forme aiguë, le risque c'est le choc hypovolimique ou au moins la déshydratation. Il va falloir réhydrater rapidement l'enfant. On fait parfois
appel aussi à la corticothérapie et éventuellement à l'ondansetron pour son effet anti-émétique. Alors, l'âge de l'acquisition de la tolérance diffère selon l'aliment impliqué. Alors, en cas de SAIPA, au lait de vache, la tolérance a été acquise dans 20% des cas à l'âge de 3 ans dans une cohorte américaine, en 90% des cas à l'âge de 3 ans dans une étude israélienne, 64% à 10 mois, une étude coréenne. Donc ça dépend un petit peu aussi des pays et des enfants. Les SAIPA aux aliments solides ont généralement tendance à se prolonger et la tolérance à l'âge de 5 ans a été acquise, par exemple, pour les céréales dans 65,5% et pour la viande dans 50% des cas. Et aucune tolérance n'a été acquise pour les poissons et l'arachide, c'est-à-dire les SAIPA à l'arachide et aux crustacés, les poissons auraient tendance plutôt à se prolonger. Voilà un petit peu rapidement pour le SAIPA. Alors le deuxième syndrome qui fait partie des hypersensibilités digestives non IgE, c'est la proctocolite induite par les protéines alimentaires. Là aussi, la prévalence n'est pas bien connue. Enfin, dans une étude, elle variait entre 0,16% et à 64% pour les enfants qui ont des rectoragies relativement isolées. Donc la vraie prévalence reste inconnue. Sinon, elle représente la forme la plus bénigne des hypersensibilités digestives non IgE, c'est-à-dire malgré le saignement, malgré la présence du sang dans les selles, c'est des bébés qui se portent très bien, qui grossissent, qui grandissent normalement, et puis l'examen il est tout à fait normal. Donc ce sont un petit peu les éléments qui devraient faire penser à ce diagnostic. Donc là, vous avez deux études, une turque et une autre américaine, où vous avez donc la présence de sang et l'élément principal pour la symptomatologie clinique, mais avec le sang, on peut avoir d'autres signes associés, une petite diarrhée, des douleurs, la défécation, un eczéma parfois associé, mais en tout cas, c'est des cas relativement, ou des associations relativement rares. Mais dans tous les cas, il faut exiger que la croissance soit normale pour retenir éventuellement le diagnostic de proctocolite. Et effectivement, quand on apporte des diagnostics un petit peu erronés, ça peut retentir un petit peu sur l'alimentation de l'enfant. On va revenir sur la prise en charge des suspicions de proctocolite induite par les protéines alimentaires. On peut se donner, on va le voir, jusqu'à 1 mois d'attente avant de se décider donc de passer à une intervention diététique. Alors le test de réintroduction reste létal en or, là aussi, comme pour toutes les hypersensibilités non IgE. Et donc en général, on fait un arrêt de l'aliment suspect et on voit un petit peu l'évolution des symptômes. Puis on réintroduit 4 à 8 semaines après donc, l'éviction. Donc là, c'est quand on faisait là aussi des endoscopies avec des biopsies, on retrouvait cette infiltration éosinophile au niveau de la muqueuse colique. Alors les aliments impliqués, c'est essentiellement là aussi le lait de vache, le soja, les œufs ou le blé consommé par la mère via le lait maternel, parce qu'on a aussi des proctocolites bien sûr induites via le lait maternel. Les formules à base de lait de vache ou de soja pour les enfants qui sont allaités artificiellement. Et puis dans moins de 10% des cas, vous avez aussi des enfants qui réagissent aux hydrolysats de protéines de lait de vache. Mais sinon, pour la plupart des études, c'est le lait le lait de vache qui reste le plus en cause dans la proctocolite. Alors, l'élimination des aliments suspects chez la femme allaitante est généralement suffisante donc, pour la prise en charge des proctocolites via le lait maternel. L'identification d'allergènes n'est pas toujours évidente et une formule lactée hydrolysée à base d'acide aminé pourrait être nécessaire si le nourrisson a bien sûr été sous lait artificiel ou si les rectoragies s'aggravent. Il y a aussi la possibilité de réactions croisées, d'autant plus que la proctocolite est apparue précocement chez le nourrisson. Et puis donc, sinon, pour la diversification alimentaire pour chez le nourrisson, je vous le dis d'emblée, et comme pour toutes les allergies alimentaires, il faut toujours diversifier de la même façon que chez un enfant qui n'est pas vraiment allergique. Voilà un petit peu ce qui est nouveau depuis 2018 pour ce qui est de la prise en charge de ces proctocolites induites par les protéines alimentaires. On se donne donc finalement une période de 1 mois, mais il faut que, chez l'enfant qui est symptomatique, c'est-à-dire qui a fait des rectoragies, mais qui se porte bien, c'est-à-dire on a tous les éléments, je dirais, cliniques en faveur de la proctocolite induite par les protéines alimentaires. Et puis au bout de 1 mois,
Si les symptômes persistent, c'est dans ce cas qu'on va peut-être proposer une intervention diététique, donc éviter le lait de vache et proposer un hydrolysat, voire éventuellement une solution à base d'acides aminés. Alors, on a parlé aussi dernièrement des probiotiques et leur intérêt dans la proctocolite induite par les protéines alimentaires. Il y a certaines études qui ont montré un plus qui est apporté par le LGG en particulier, mais ceci n'a pas été démontré pour d'autres études. Bon, on peut toujours tenter là aussi une prescription de produits à base de LGG pour espérer accélérer l'acquisition de la tolérance, mais pas tous les probiotiques seraient identiques. Il y a même des études sur l'intérêt de la transplantation là aussi du microbiote fécal, qui ont montré leur efficacité, mais en matière de recommandation, vous le savez certainement, seule la colite à Clostridium difficile représente une indication de la transplantation fécale, et donc des études sont encore nécessaires pour pouvoir un petit peu éclaircir la place de la transplantation dans ces maladies allergiques. Alors, la plupart des allergies alimentaires non IgE-médiées, comme pour donc, la proctocolite, régressent dans la petite enfance. La majorité, en tout cas pour la proctocolite, acquiert la tolérance avant l'âge de 1 an. Et vous avez jusqu'à 20% effectivement des nourrissons qui ont une résolution spontanée des saignements sans qu'on propose une intervention diététique. Là aussi, ce qui est relativement nouveau, c'est qu'on a constaté que les enfants qui ont fait une proctocolite allergique induite par les protéines alimentaires, ils ont 4 fois plus, je dirais, de risque de développer des troubles fonctionnels à un âge avancé. Alors, on ne connaît pas exactement le mécanisme, mais il y aurait peut-être une prédisposition génétique, des événements qui se sont déroulés précocement, donc tout ça qui aurait un petit peu augmenté la sensibilité viscérale chez ces enfants. Donc voilà un petit peu pour le deuxième syndrome d'hypersensibilité induite par les protéines alimentaires. Vous avez ensuite l'entéropathie induite par les protéines alimentaires, donc la troisième forme d'hypersensibilité digestive dont la prévalence n'est pas clairement définie et qui serait caractérisée par un tableau qui ressemble à celui de la maladie cœliaque. Donc, vous avez même sur des biopsies, quand on les faisait systématiquement, une atrophie vélositaire, mais vous avez une sérologie qui est négative. Et ce n'est pas obligatoirement le gluten qui est en cause. Donc, vous avez une diarrhée chronique, des vomissements, malabsorption, retard de croissance, anémie. Et généralement, c'est un nourrisson de moins de 9 mois. Donc là, vous avez un tableau qui compare les 3 syndromes dans l'entéropathie induite par les protéines alimentaires. Vous avez l'âge entre 2 et 24 mois. Des vomissements intermittents, mais une diarrhée généralement modérée. Vous avez bien sûr avec le temps le retentissement sur la croissance de l'enfant. Et quand on fait un test de provocation, on peut avoir des vomissements, de la diarrhée, mais vous voyez que ça survient un peu plus tardivement que dans le CEPA chronique. Donc là, vous avez la différence principale avec le CEPA chronique, c'est le délai. Quand on fait un test de provocation, vous n'avez pas les 2-4 heures après, mais plutôt plus de 2 jours, enfin 1 ou 2 jours à peu près. Alors, l'aliment le plus incriminé, c'est le lait de vache, mais vous avez aussi l'œuf, le soja, le blé dans les allergies alimentaires multiples. Pour le diagnostic, là aussi, c'est le test d'éviction et réintroduction qui permet finalement de faire le diagnostic et de faire le lien d'imputabilité de l'aliment responsable. Donc le TPO qui reste l'étal en or pour confirmer là aussi le diagnostic et évaluer par la suite l'acquisition de la tolérance. Et la même chose, on fait une éviction de 4 à 8 semaines, puis on réintroduit, on voit un petit peu si les symptômes vont reprendre. Alors le risque de réactivité croisée est plus élevé chez les patients là aussi qui ont démarré leurs symptômes un peu plus précocement. Même chose pour la diversification alimentaire, il faut essayer de diversifier comme chez les enfants non allergiques. L'entéropathie allergique en général régresse entre 1 et 2 ans. Alors un petit mot de la maladie cœliaque, juste pour rappeler que pour ce qui a un petit peu changé, c'est par rapport au diagnostic. Alors on exigeait certes une biopsie intestinale
dans presque dans tous les cas avant 2012, selon les sociétés européennes et nord-américaines de gastroentérologie pédiatrique. Et puis depuis 2012, on pourrait éviter éventuellement la biopsie intestinale, mais sous certaines conditions. Et ce qui est relativement là aussi nouveau depuis 2019, selon les recommandations des sociétés européennes et nord-américaines, c'est que dans les cas où vous avez un taux d'antitransglutaminase qui est supérieur à 10 fois la normale, on complétera avec les anti-endomésium, on pourrait peut-être éviter la biopsie intestinale. Et puis ce qui est nouveau, on n'exige plus le typage HLA comme on le demandait, je dirais, auparavant. Mais chez nous, la question reste quand même posée. On a eu une table ronde justement sur la maladie cœliaque dernièrement au congrès de gastropédiatrique, et la plupart, je dirais, des spécialistes sont unanimes pour que la biopsie reste quand même la base de diagnostic de la maladie cœliaque. On préfère ajouter une biopsie plutôt que de faire des diagnostics erronés ou mal portés chez ces enfants. Vous connaissez certainement le retentissement de régime sans gluten par la suite. Alors j'arrive aux troubles fonctionnels gastro-intestinaux et allergies alimentaires. Là aussi, c'est un créneau que les pédiatres connaissent peut-être mieux. On a beaucoup d'enfants qui se présentent pour des régurgitations ou pour des problèmes de coliques ou des problèmes de constipation. A priori, c'est des troubles fonctionnels quand il n'y a pas de retentissement sur la croissance, quand on n'a pas de maladie organique ou de maladie métabolique sous-jacente. C'est d'ailleurs la définition même des troubles fonctionnels qui ont bénéficié de nouvelles classifications. Donc la dernière, c'est celle de 2016, le RAM4. Et donc vous voyez figurer chez les nourrissons et les petits enfants les principaux troubles fonctionnels gastro-intestinaux. Sauf que des fois, dans la prise en charge de ces troubles fonctionnels, on est à bout un petit peu des moyens qui sont à notre disposition. Et dans certaines situations, il ne faut pas aussi hésiter à penser à une allergie sous-jacente. Les tests seraient éventuellement négatifs, et donc ce n'est pas de l'allergie IgE. D'ailleurs, même la présentation clinique n'est pas celle d'une allergie IgE médiée. Donc là aussi, pour faire le diagnostic, on aura besoin d'un test d'éviction et réintroduction éventuellement. Alors, on évoquera une allergie au PLV dans les régurgitations, quand les régurgitations sont graves et persistantes, quand il y a bien sûr un retentissement sur la croissance, quand il y a des signes d'allergie, notamment de l'eczéma associés. Et je ne sais pas si vous connaissez ce score du COMIS, le Co-Meals Related Symptom score, qui a été proposé par l'ESPGHAN, la Société européenne de gastro-pédiatrique. Il est en cours de réévaluation. J'ai dû assister il y a 2 jours au congrès de l'ESPGHAN, et puis on a évoqué effectivement ce score qui permettrait ou qui faciliterait le diagnostic de l'allergie qui serait initialement, ou pour des symptômes qui seraient initialement en rapport avec des troubles fonctionnels. Mais quand vous avez des pleurs qui s'exagèrent, des régurgitations plus importantes, un aspect d'aisselle ou une tendance à la constipation, avec éventuellement des signes cutanés, voire parfois des signes respiratoires. Donc c'est quand vous avez un score qui dépasse les 12, vous avez une forte probabilité d'intolérance aux protéines de lait de vache. C'est-à-dire qu'on se base sur ce score clinique pour proposer éventuellement un régime d'éviction quand il y a des troubles a priori d'allure fonctionnelle. Alors donc, si les régurgitations sont persistantes chez un nourrisson au sein, il faut évoquer aussi une allergie alimentaire transmise via le lait maternel. Et puis dans ce cas, l'exclusion du lait et des œufs préconisés chez la mère doit être maintenue que si elle s'avère bien sûr efficace. Et donc on peut attendre 2, 3 jusqu'à 4 semaines. Si l'enfant s'améliore, tant mieux. Sinon, il faut reprendre une alimentation normale chez la maman. Et donc vous avez un petit peu la nouveauté par rapport aux sociétés européennes, les guidelines des sociétés européennes nord-américaines depuis 2018, c'est ce test de 2 à 4 semaines d'anhydrolyse à poussée de lait de vache, voire éventuellement d'une solution d'acides aminés chez les nourrissons qui ont soi-disant des régurgitations, mais qu'on n'arrive pas à traiter ou qui commencent quand même à inquiéter.
Un petit mot aussi des coliques du nourrisson. Enfin, les pédiatres connaissent aussi la question. Donc, on retient actuellement comme définition les nourrissons, chez des nourrissons de moins de 5 mois, la récurrence de périodes prolongées de pleurs avec agitation, irritabilité, sans cause, là aussi évidente, avec un développement a priori normal. Il faut quand même garder en tête les diagnostics différentiels des pleurs incessants chez le nourrisson. Tout ce qui est infection, traumatisme, anomalie cardiaque, reflux, vaccination, anomalie oculaire, c'est aussi important, et puis l'écho chirurgical des pleurs chez le nourrisson. Alors on évoquera plus facilement une origine allergique quand vous avez de l'eczéma, de la diarrhée, mauvaise croissance pondérale, voire éventuellement des manifestations anaphylactiques. Et donc dans ce cas, il faut tenter bien sûr un régime excluant le lait de vache. Et donc, c'est ce qui sort aussi dans les recommandations depuis 2018. Donc, parmi les mesures qui sont proposées dans les coliques et qui auraient un impact positif, c'est les hydrolysats de protéines de lait de vache, voire éventuellement un régime chez les enfants qui sont sous lait maternel. Donc, c'est juste une reprise de ce que je viens de dire. Et en général, quand on est efficace, les coliques devraient régresser au bout de 48 heures, enfin régresser ou s'améliorer au moins, pardon. Et puis un petit mot rapidement de la constipation fonctionnelle, l'autre trouble fonctionnel qui pourrait aussi être un signe de l'allergie alimentaire, bien sûr de type non IgE. Vous le savez probablement, ça représente 3% des visites ou des consultations chez les pédiatres et jusqu'à 25% des consultations chez les gastropédiatres. Donc ils font partie aussi des troubles fonctionnels habituels chez le nourrisson. L'association avec l'allergie au PLV reste quand même controversée. Vous avez dans cette méta-analyse qui a abordé à peu près une dizaine d'essais contrôlés, dont 2 étaient randomisés. Et l'association avec l'allergie au PLV a été entre 28 et 78% selon un petit peu les séries analysées. Et la probabilité de l'allergie était bien sûr plus importante chez les enfants qui ont un terrain atopique, qui ont une fissure anale, de l'érythème et de l'eczéma, bien sûr. Et dans les recommandations, bien sûr, les tests allergologiques ne sont pas, en tout cas, recommandés. Mais par contre, on peut proposer un régime d'éviction pendant 2 à 4 semaines. Et donc, quand on est efficace, on maintient le régime. Sinon, il faut reprendre, en tout cas, une alimentation normale. Donc, je termine par dire que les allergies alimentaires non IgE sont relativement fréquentes chez le nourrisson et peut-être méconnaissables. Elles sont probablement donc sous-diagnostiquées et certainement d'autres études sont nécessaires pour une meilleure compréhension, mais surtout pour proposer peut-être des tests diagnostiques et de nouvelles modalités thérapeutiques. Désolé si j'étais lent. Permettez-moi juste cette dernière citation. Assurez-vous que vous avez fini de parler avant que votre auditoire n'ait fini d'écouter. Merci. Merci, professeur Taher, pour cette communication très intéressante et très claire. Et on donne la parole à la salle s'il y a des questions. Moi, je voudrais vous demander, par contre, pour ces CEPA, PEPA et EPA, vous avez dit qu'ils sont sous-diagnostiqués, souvent sous-diagnostiqués. On imagine, comme il n'y a pas de technique d'exploration et comme j'ai l'impression qu'il y a un chevauchement des symptomatologies, elles se ressemblent toutes. Comment on peut différencier et faire un diagnostic? Et surtout que pas de biopsie, c'est oui. Difficile. Hein? Bon, je pense que autant pour la proctocolite, le tableau est relativement clair. Il y a du sang dans les selles, mais un bébé qui se porte bien et qui grossit normalement. Mais effectivement, pour le CEPA chronique et l'entéropathie induite par les protéines, là, on peut avoir une confusion. C'est sur quoi j'ai essayé quand même d'insister tout à l'heure. Pour le CEPA chronique, vous avez des enfants qui vont faire des formes aiguës. C'est-à-dire ils peuvent ne pas prendre l'aliment en question pendant quelques temps, puis une fois ils le prennent, ils font une forme aiguë avec vomissement coercitif, risque de déshydratation, etc. Chose qu'on n'observe pas dans l'entéropathie induite par les protéines alimentaires. Et puis quand on fait le test de réintroduction, ce n'est plus les 2 à 4 heures après l'ingestion de l'aliment, c'est plutôt jusqu'à 40 heures des fois. Comme quoi, il faut surveiller l'enfant pendant 2-3 jours des fois, que les symptômes vont reprendre suite à la réintroduction de l'aliment. Donc ce sont un petit peu des données cliniques. Effectivement, il n'y a pas de données exploratoires ou tests biologiques qui permettent de faire la différence.
Excusez-moi, je vais profiter du micro Oui, pour poser une question. Dans la constipation du nourrisson, alors qu'est-ce qui va nous faire choisir? Est-ce qu'on fait l'éviction du protéine lait de vache ou alors proposer d'abord un lait spécial constipation? Qu'est-ce qui va faire pencher pour la solution l'une ou l'autre? c'est-à-dire quand on pense initialement à la constipation fonctionnelle, l'idée c'est de privilégier un lait qui soit plutôt moins riche en caséine, plus riche en lactose, qu'on appelle aussi les laits confort. Et donc, je pense que c'est la première mesure diététique qu'on peut proposer lorsque l'enfant, bien sûr, est sous lait artificiel. Mais quand la constipation devient opiniâtre, on a du mal à la traiter, l'enfant qui a quand même du mal à évacuer, non, dans ce cas, peut-être penser à l'allergie au PLV. Oui. Merci, professeur Saïd, pour cette excellente intervention. Moi, j'ai deux questions. La première, est-ce qu'on peut dire de façon à l'aise et nette que la maladie cœliaque est une maladie allergique, ou bien on reste dans l'ambiguïté au début, c'est une intolérance, non, c'est une allergie, parce que dans l'arbre décisionnel, c'est affiché dans les maladies allergiques non niégeux immédiats. La deuxième question, quels sont si vous pouvez le dire, les noms commerciaux des hydrolysats qui sont commercialisés au Maroc? Merci. Très bien. Alors pour la maladie cœliaque, effectivement, moi-même j'avais cette réflexion et avec les allergologues, je leur disais à chaque fois non, la maladie cœliaque c'est une pathologie effectivement auto-immune qui a ses spécificités, etc. Et puis avec le recul, il faut dire, la maladie cœliaque c'est une intolérance certes au gluten. Le mécanisme il est auto-humain, mais il fait partie quand même des hypersensibilités non IgE, c'est-à-dire on ne trouve pas d'IgE anti-gluten. Et donc la tendance serait actuellement, là je me suis référé aussi à des données de l'ESPGHAN, de la Société européenne de gastro, qui classe aussi la maladie cœliaque parmi les hypersensibilités non IgE médiées. Bon, une petite nouveauté, mais en tout cas c'est en cours d'étude, on parle même d'induction de tolérance pour le futur, on va dire, pas pour demain en tout cas, en cas de maladie cœliaque, alors que le mécanisme il est autre qu'allergique. Alors pour la deuxième question, sur le marché marocain, bon, je peux me permettre de donner les noms parce qu'il n'y a que 2 produits, mais qui sont malheureusement souvent en rupture. Et quand je demande aux boîtes qui font ces laits pourquoi est-ce qu'il y a des ruptures, pour eux c'est aussi une question commerciale. C'est des produits qui ne sont pas assez prescrits et même les pharmaciens ils refusent les produits dont la date de péremption est inférieure à 1 an. Et ils ne veulent pas les garder. Donc, ils ont du mal à doter toutes les pharmacies. Et donc, mais sinon, pour les produits, vous avez l'Aptamil Pepti-Junior d'Edina Danone et le Primalac CMA de la gamme Primalac. S'il vous plaît, dans le CEPA, est-ce que le type de cuisson de l'aliment peut modifier le tableau clinique? C'est classique en principe dans les allergies. D'accord. D'ailleurs, quand on décide de faire la réintroduction, c'est vrai qu'il y a un protocole pour la réintroduction qui est différent de celui des allergies IgE médiées, mais c'est-à-dire après le test, on conseille les protéines qui sont plutôt cuites. On le sait, la cuisson modifie effectivement l'allergénicité des protéines. Peut-être pas toutes, mais pour un certain nombre quand même de protéines. Et qu'en dites-vous, on a entendu parler à un certain moment de certains bilans biologiques, des IgG, dont la tolérance alimentaire. Qu'en pensez-vous? Aucune place dans les intolérances alimentaires. On peut avoir des IgG anti-aliments alors qu'on tolère parfaitement l'aliment. Je voudrais vous poser une question, M. Tahir. Dans votre pratique, peut-être la dernière, dans votre pratique, le RGO il est très fréquent chez le nourrisson. Oui. Et on voit beaucoup de prescriptions d'IPP, que l'enfant soit sous allaitement maternel ou sous allaitement mixte. Et on sait que les effets secondaires des IPP prolongés sur le risque d'infection pulmonaire, des infections respiratoires à répétition. Dans votre pratique, à quel moment, c'est-à-dire on doit aborder cet enfant sur le plan d'un point de vue allergologique et proposer une éviction?
Après, est-ce que d'abord, c'est recommandé de mettre ses enfants sous IPP? Parce qu'on voit beaucoup de prescriptions. Bon, j'avais fait tout un topo sur l'indication des IPP chez l'enfant. Effectivement, le RGO chez le nourrisson n'est pas une indication. Le RGO, par contre, compliqué, oui. Le RGO chez le grand enfant, oui. Il suffit que l'enfant ait un pérosis et on pourrait éventuellement recommander un IPP. Mais chez le nourrisson qui a des régurgitations ou des vomissements, et on ne suspecte pas en tout cas une œsophagite, sinon il faut faire bien sûr une fibroscopie pour l'œsophagite, il n'y a pas d'indication aux IPP selon en tout cas les recommandations actuelles. Passer à une manipulation, je dirais, diététique un peu poussée, c'est-à-dire vers un hydrolysat de PLV, donc reste aussi une indication. Donc, tu as vu les recommandations de l'ESPGAN, c'est-à-dire quand on n'a pas d'amélioration, quand l'enfant a des régurgitations importantes, il ne faut pas hésiter à tenter. Dont on parle quand on a un patient qui a une mastocytose systémique. En fait, la plupart des patients avec une mastocytose systémique ont bien des lésions cutanées, avec une mastocytose cutanée associée. La splénomégalie n'est pas très fréquente. Par contre, ce qui est relativement fréquent, c'est l'élévation de la tryptase, supérieure à 15, supérieure à 30, voire supérieure à 100 dans certains cas. La mutation KIT D816V dans les leucocytes du sang périphérique. Donc on a quand même des signes relativement fréquents. Ici, je vais vous faire défiler quelques images. Donc on commence par quelque chose de simple.